Tunisie, de l'Algérie, du Zimbabwe. L'Algérie qui a éliminé le Sénégal en 2015. Une revanche en ligne de mire. Le tirage au sort a été effectué dans la capitale gabonaise il y a un peu plus d'une heure. Tout à l'heure, nous aurons les temps forts avec Ibrahim Fall. Je le disais en début d'édition, le maire de Mermoz Sacré-Cœur convoqué ce jeudi au tribunal correctionnel de Dakar. La réactivation du dossier Ndiaga Diouf est passée par là, à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. L'heure est à la mobilisation. Le conseil municipal a voté une motion de soutien à l'endroit de l'édile de la commune. Conseillers municipaux, délégués de quartier et imams très déterminés disent être de tout cœur avec Barthélémy Diaz. Mansour Sow était sur place. C'est par un rappel des faits qui se sont produits ce fameux jeudi 22 décembre 2011 où des personnes armées ont attaqué la mairie de Mermoz Sacré-Cœur que le conseil municipal de la dite commune a démarré son réquisitoire. Des faits qui renseignent à volonté sur le mobile des commanditaires de cet acte, suffisant pour les camarades de Barthélémy Diaz de crier à une tentative de musellement. Récemment, pour ceux qui suivent l'actualité politique, donc ils ont vu les positions courageuses du maire Barthélémy. Et pour nous, en notre âme et conscience, donc nous avons pensé que justement c'est par rapport à ça que le dossier a été déterré. La réactivation du dossier Ndiaga Diouf, ce jeune qui a perdu la vie en 2011 dans des conditions jusque-là non élucidées, est jugé par Barth et compagnie comme un acte politique. Par conséquent, il compte apporter une réponse politique à cet acte. Aujourd'hui, l'appel que nous voudrons lancer à l'endroit du chef de l'État, le président Macky Sall, c'est qu'il n'accepte pas que des gens tapis dans l'ombre puissent utiliser des armes non conventionnelles justement pour mettre à l'ombre un leader qui ne fait que, n'est-ce pas, donc partager ses idées. C'est ce que nous ne pouvons pas accepter. C'est la raison pour laquelle nous voulons attirer l'opinion nationale et internationale sur ce dossier-là. Alioune Tall, premier adjoint au maire, donne ainsi rendez-vous aux populations de Mermoz Sacré-Cœur ce jeudi à 8 h pour une forte mobilisation au tribunal correctionnel de Dakar. Les imams de la commune ne comptent pas aussi manquer à l'appel. Allons du côté du marché Grand Yoff, cela fait 48 heures que des commerçants sont au chômage. À l'origine, un différend les oppose à la municipalité de la localité relative au paiement de la patente. Beaucoup d'occupants de ce marché ont vu leur cantine fermée. Ils soutiennent n'avoir jamais été avisés de la décision de la mairie appliquée de façon imprévue. Ces commerçants invitent l'État à prendre ses responsabilités. Elhaj Moussabé nous en dit plus. Le paiement des taxes de recouvrement oppose commerçants du marché de Grand Yoff à la municipalité. Les premiers cités s'offusquent de la décision jugée unilatérale de la mairie pour non-paiement de la patente. Mairie bi ak équipe am and ak ay policiers ak ay gémi. La mairie accompagnée des forces de l'ordre sont venus de manière imprévue nous faire payer de la patente. Ils nous ont demandé des sommes exorbitantes de 25 000, 20 000, voire même 180 000 francs. C'est inacceptable. S'ils nous avaient avisé à l'avance, on aurait même compris, car nous savons que nous sommes dans un état de droit. Am nañ droit dañoo war a fay juuti dañoo war a fay patente waaye ñu aviser ñu wax ñu ban jour la su ko defee ñu préparer. 48 heures déjà que ces occupants du marché ne vaquent plus à leurs occupations. La quasi-totalité des cantines ont été fermées par la mairie pour refus de paiement. Ces vendeurs ont saisi l'occasion pour décrier les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent. Nous ne refusons pas de payer l'impôt, mais ce que nous payons doit impacter positivement sur nos conditions de travail. Dans ce marché, chacun paye individuellement ses factures et le danger nous guette en permanence à cause des branchements clandestins. Ils interpellent ainsi l'autorité à réagir. Nous voulons une délégation de veille sur le bon fonctionnement du marché. Et ça, nous le demandons au chef de l'État lui-même. Au-delà du manque d'hygiène, ces derniers réclament une toilette publique dans le marché. Elhaj Moussabé, la municipalité de Grand Yoff est en train de poursuivre son opération de recouvrement des taxes dans le marché. Elle, à travers le chef de service de recouvrement et recettes, donné sa version des faits. Selon Amadou Barry, la mairie a écrit aux deux délégués des deux marchés de la commune pour les aviser du paiement des taxes. Des notes d'information ont également été servies à tous les redevables de la commune. Le voici. Avant le 31 mars, on a écrit par courrier aux deux délégués des marchés, que ce soit M. Moussa Dieng, le délégué de marché qui est Grand Yoff, et M. Conte, le délégué de marché qui est Arafat. Yégal leen war redevable yi nekk ci commune bu Grand Yoff ñëpp muy marché ak yeneen war nañ dem fay patente au plus tard avant le 31 mars. Au-delà de ça, mairie bi en collaboration avec les services compétents, que ce soit les services des impôts et domaines,
avec la recette perception municipale de Dakar-Bourguiba, nous avons une commission pour faire des opérations de choc pour watch sur le terrain. C'est-à-dire nous en amont, nous avons une information, mairie Grand Yoff, le magistère en 2014, on a réorganisé le marché. Nous avons une sécurité. C'est tout le monde, nous avons nettoyé. Chaque jour, nous nettoyons le marché Grand Yoff. Récemment, le maire a dépensé presque 7 millions, on a mis 16 portes au niveau du marché. C'est de visu. Nous avons installé ça depuis une semaine. 16 portes au niveau du marché. C'est qui est dans boucher niveau il y a une équipe de choc qui est en charge de cela. Nous avons nettoyé. Nam, le poumounul, sorti. En voilà d'autres qui ne sont pas contents. Il s'agit des commerçants regroupés autour de l'UNACOIS. Ils dénoncent des pratiques jugées illégales et illicites venant des compagnies maritimes. Affirmation du directeur exécutif de l'UNACOIS, Ousmane Sindiaye, précise que 200 000 francs sont ajoutés sur chaque conteneur, hormis les frais de douane. Selon lui, cela aura des conséquences sur les denrées de première nécessité. Ousmane Sindiaye s'est entretenu avec Ababakar Saderto. Nous avons relevé depuis un certain temps des manquements graves qui font référence à des pratiques illégales et illicites venant des compagnies maritimes qui ont décidé de leur propre mode de facturation et qui ont décidé également de leur propre tarification, ce qui est naturellement une situation de gravité extrême parce que nous savons que dans notre pays, la compétence de définir la facturation revient au ministère du Commerce. On ne peut pas comprendre qu'un privé comme nous prenne sur lui l'autorité de nous imposer une nouvelle facturation. Et de surcroît, c'est une facturation intenable d'un niveau si élevé que nous sommes presque sûrs que si c'est répercuté sur les prix, naturellement, nous serons confrontés à une nouvelle inflation. Tout produit importé arrivé au port de Dakar va subir systématiquement une nouvelle facturation qui va de l'ordre de 200 000 francs par conteneur. Direction Kaolack, la gestion du garage de Nioro, décriée par chauffeurs et apprentis. Ils fustigent l'étroitesse du site et le manque de toilettes. Conséquence, les véhicules sont stationnés sur la chaussée. Les responsables du garage indiquent que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour mettre les acteurs dans de bonnes conditions de travail. Le sujet est signé Kodendjaye. Les chauffeurs et apprentis opérant au garage Nioro de Kaolack ne sont pas contents de la gestion réservée à leur lieu de travail. Étroitesse du garage, manque de toilettes, entre autres difficultés qui ne militent pas en faveur de la bonne tenue de leur activité dans ce garage. Le garage est étroit. Tu peux faire 2 tours sans avoir où stationner. Parfois, on est obligé de garer devant la station. En plus, le garage est entouré de boutiques. C'est pas normal. Garage, normalement, un garage doit avoir des toilettes, un espace pour stationner, mais rien. On nous renvoie partout. C'est anormal. Les chauffeurs et apprentis opérant au garage Nioro de Kaolack ne sont pas contents de la gestion réservée à leur lieu de travail. Étroitesse du garage, manque de toilettes, entre autres difficultés qui ne militent pas en faveur de la bonne tenue de leur activité dans ce garage. Il n'y a pas de sécurité dans le garage. Nous n'avons pas tout cela et pourtant on paye des taxes. On paye des taxes. Tous les chauffeurs payent, mais les conditions de travail ne suivent pas. À cela s'ajoute l'insécurité qui règne dans ce milieu et pourtant, ces chauffeurs et apprentis s'acquittent de leur devoir fiscal. Pour ceux qui connaissent l'ancien garage, on agressait des personnes en plein jour. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous faisons des rondes toutes les nuits pour la sécurité des personnes. Ce responsable du garage minimise et prend le contre-pied de ses chauffeurs. Pour lui, des efforts ont été faits dans la gestion de ce garage. L'étroitesse, c'est son emplacement. Madame le maire nous a octroyé un terrain qui est en cours d'aménagement. Nous demandons que ces travaux soient accélérés. Kaolack est considéré comme un carrefour, un passage obligé pour allier des régions comme Tambacounda, Ziguinchor et autres régions du sud, suffisant pour ces chauffeurs d'exiger un garage digne de son nom.
Le chapitre politique, pas de consensus sur la refonte du fichier électoral. L'entente des forces de l'opposition accuse le pouvoir de vouloir truquer les élections. Ses membres trouvent inadmissible de laisser continuer ce qu'ils qualifient de dérive de la part du régime en place. Selon eux, il veut évincer le maximum d'électeurs du fichier électoral. Plus de détails avec Mokhtar Souran, un des membres de l'EFOP, au micro d'Ibrahim Fall. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'objectif qui est visé, c'est de radier le maximum d'électeurs du fichier électoral. Vous savez qu'il reste quelques mois. Il faut rappeler qu'on est à 5 millions d'électeurs actuellement sur le fichier électoral. Et en 6 mois, vous savez, on a mis 10 ans pour avoir ce fichier-là. 10 ans. Comment peut-on en 6 mois, 7 mois, avoir un fichier acceptable? Donc l'objectif est clair, hein. L'objectif qui est visé aujourd'hui, c'est d'éliminer le maximum d'électeurs. Cette loi a été adoptée, ça a été promulgué. Maintenant, ce qui reste, c'est d'inciter les Sénégalais. Vous, les populations qui sont dans les campagnes, qui sont dans les villages, qui devront faire des kilomètres pour aller s'inscrire, ils risquent de ne pas s'inscrire. On va radier, parce que du fait de la confirmation, ces personnes-là qui étaient présentes sur le fichier, parce qu'ils ne se sont pas déplacés pour aller chercher leur carte d'identité, vont être radiés. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que là où ils vont être faibles, là où ils sont faibles, ils vont mettre des commissions administratives tellement éloignées que les populations ne vont pas aller s'inscrire. Intéressons-nous à présent au concours de recrutement d'élèves maîtres. Il a démarré ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Des dysfonctionnements notés dans quelques centres. Toutefois, l'inspecteur d'académie de Dakar rassure, tout est revenu à la normale. Des dispositions ont été prises pour le bon déroulement du concours. Les détails avec Ousmane Ba. Pour la phase première du concours de recrutement d'élèves maîtres, plusieurs candidats n'avaient pas reçu leur convocation. La faute à l'absence de validation de leur dossier. L'inspecteur d'académique de Dakar revient sur ces dysfonctionnements. Pour l'essentiel, c'est parce que les dossiers de candidature n'avaient pas été validés. Premièrement. Deuxièmement, des candidats ont eu leur numéro, mais ils n'ont pas été informés exactement à temps. Troisièmement, il y a que dans les convocations, certaines étaient sorties mais n'avaient pas le numéro de la table. Tout compte fait, c'est une situation sur laquelle les gens se sont penchés. On a rendu compte et la décision qui avait été prise, c'est au dernier moment de pouvoir valider toutes les candidatures des dossiers qui avaient été déposés au niveau de l'IF. Selon l'IA de Dakar, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le bon déroulement du concours. Vous avez vu ce matin, depuis 8 heures, nous sommes là pour rassurer tout le monde, pour prendre toutes les dispositions immédiates et nécessaires en de pareilles circonstances pour que tous les candidats composent. Présentement, vous l'avez remarqué, ils sont tous en salle, il n'y a pas un seul candidat qui soit laissé en rade. Cette première phase du concours de recrutement d'élèves maîtres organisé par la direction des examens et concours permettra aux candidats de saisir leur chance afin de réussir à intégrer le corps des enseignants. Le ministère de l'Éducation nationale vient de lancer officiellement le programme Initiative francophone pour la formation à distance IFADEM. Les régions de Kaolack et Fatick ont été choisies pour démarrer la phase pilote. Dans ces deux localités, 500 maîtres adjoints ont été équipés pour débuter le programme. La correspondance de Mamadou Diop. Les régions de Fatick et de Kaolack ont été choisies pour abriter la phase pilote du programme IFADEM, Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. 500 maîtres adjoints vont démarrer l'IFADEM, un programme lancé officiellement à Fatick par le ministre de l'Éducation nationale. Le gouvernement est toujours aligné sur la directive numéro 8 du Conseil présidentiel, directive par laquelle le chef de l'État a demandé de renforcer la professionnalisation des ressources humaines, aligné aussi à l'axe stratégique numéro 1 du paquet qui postule l'amélioration des enseignements-apprentissages. L'enseignant étant le premier intrant de qualité, à côté du dispositif de formation initiale que nous avons aussi la formation continue aujourd'hui
diplomates, des instituteurs adjoints, mais nous avons aussi cette formation dans le cadre du IFADEM. Consciente du niveau faible de certains enseignants, les autorités académiques du pays estiment que l'IFADEM pourra relever la qualité de l'enseignement dans nos écoles. L'intérêt de la formation à distance, c'est d'associer des temps d'auto-formation, mais aussi en faisant bénéficier aux instituteurs d'un accompagnement de proximité. Et c'est tout le système d'encadrement en fait, éducatif du Sénégal qui est associé. La francophonie, partenaire du ministère de l'Éducation nationale, a mis à la disposition des apprenants les outils nécessaires pour leur auto-formation. Technologique, nous allons utiliser les technologies les plus avancées aujourd'hui, à savoir une tablette de très grande qualité, une connexion Internet de type 3G avec tous les opérateurs et aussi une plateforme de type qu'on utilise dans les grandes universités américaines. Au terme de la phase pilote, le programme va être étendu dans les autres régions, a annoncé Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation. Dakar abrite du 25 au 27 octobre prochain la conférence internationale Inno-Afrique, Innovation en Afrique, une initiative des responsables du service canadien d'assistance aux organismes. Objectif, former des jeunes et des experts dans des domaines spécifiques tels que le développement local, l'entrepreneuriat et le tourisme. La question genre et développement ne sera pas en reste, nous dit Ababakar Sadir Top. Présent en Afrique de l'Ouest depuis 20 ans, l'ONG SACO prépare une conférence internationale destinée à une formation dans divers domaines. Le développement des PME, l'agroalimentaire, le tourisme et l'entrepreneuriat chez les jeunes seront au cœur des débats. Dans un premier temps, nous voulons que SACO parle d'une voix unique, dans ce sens qu'on donne la parole aux partenaires avec lesquels on travaille depuis quelques années pour voir, évaluer si le travail accompli va dans le sens de leurs objectifs. On donne la parole vraiment aux partenaires. La deuxième chose, c'est qu'on les met ensemble pour discuter, comme je l'ai dit, pour apprendre les meilleures pratiques les uns des autres. Il y a des thèmes qui nous sont chers en dehors des secteurs. Il y a un thème sur l'égalité femmes-hommes qui sera discuté de manière approfondie. L'objectif de cette conférence est de renforcer l'expertise des jeunes pour une meilleure intégration dans les secteurs précités, mais également combattre la destruction de l'environnement. Aujourd'hui, les choses avancent extrêmement rapidement. On ne peut pas rester en arrière en Afrique. Les changements climatiques affectent nos façons de vivre. Et donc, comment dans notre travail, quel qu'il soit, comment on peut réduire les émissions à effet de serre, comment on peut exploiter notre agriculture de manière à ce que on peut éliminer de plus en plus les engrais qui sont nocifs par moment. SACO est une ONG canadienne non lucrative qui intervient dans les pays en voie d'émergence. D'ailleurs, ils n'ont pas manqué d'apprécier le niveau d'émergence du Sénégal. Si vous dites à votre entourage que vous vous rendez au Mali, on vous demandera certainement de ramener un tchoup. Beaucoup d'Africains aiment ce genre de tissu. Les dirigeants du Nigeria, du Mali, du Libéria et d'autres pays portent souvent des tenues traditionnelles lors des cérémonies officielles. Ce tissu apparaît aussi très souvent lors des mariages et autres grands événements. Comment s'effectue la fabrication et la commercialisation du tchoup? Adjara Cissé et Issa Touré se sont rendus à Bamako. Regardez. Les tissus teints à la main, une spécialité malienne très appréciée dans le monde et surtout en Afrique de l'Ouest. Un travail souvent pratiqué dans les familles et dont le secret est transmis de génération en génération fait toute sa splendeur. Le coton damassé, teint à la main, encore appelé bazin, est la matière première de la mode malienne. Bon nombre de personnes sont séduites par le résultat d'un travail assez périlleux réalisé par ces femmes sous le chaud soleil du Mali. Au fil des années, le tchoup est devenu l'emblème du pays. Teindre à la main le bazin est souvent un travail laborieux pour les femmes qui le fabriquent. Premièrement, nous importons le tissu, principalement en coton, mais parfois en soie ou en laine, d'Allemagne, des Pays-Bas ou de la Chine. On le découpe selon les dimensions standards.
Nous faisons ensuite des nœuds à différents endroits qui ne seront pas teints lorsque le tissu sera trempé dans les seaux de pigments et de fixateurs. Quand le tissu ressort, il présente des spirales colorées, de grands ronds ou différents motifs. Pour le faire briller, il est ensuite trempé dans une solution d'amidon et mis à sécher. La popularité du bazin s'étend au-delà des frontières du Mali. Les femmes redoublent d'efforts. Beaucoup exportent déjà vers des pays comme le Sénégal et le Nigeria et de plus en plus de commerçants étrangers vont faire leurs achats au Mali. Cependant, ce travail n'est pas sans risque pour la santé et l'environnement. Nous sommes très exposés car les produits sont toxiques et on n'a pas de protection. En même temps, on reconnaît qu'on fait beaucoup de mal à l'environnement. Les Maliens ont toujours été connus pour leur fabrication de tissus et rivalisaient auparavant avec les Yoruba au Nigeria. Dans les années 1960, lorsque les colorants synthétiques ont déferlé sur l'Afrique de l'Ouest, les Maliens ont appris à les utiliser en fonction de leurs préférences esthétiques. Depuis, les Nigériens se sont taillés la part du lion dans la broderie, laissant aux Maliens la première place dans le secteur des tissus de haute qualité, teints à la main. Adjara Cissé qui promet de nous faire découvrir d'autres facettes du Mali. Ce sera dans nos prochaines éditions. Retour chez nous, Magal Darou Khoudoss, édition 2016. Tout est fin prêt pour un bon déroulement de cet événement religieux du mouridisme prévu ce jeudi. Il commémore le rappel à Dieu de Serigne Touba. C'était le 19 juillet 1927. Une réunion de suivi et d'évaluation des engagements pris lors du CRD a permis au préfet de Mbacké de rassurer le comité d'organisation. Mamadou Lamine Mané s'exprime au micro de Elhadj Modou Gueye. À savoir la sécurité d'abord, les opérations de police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, et puis ensuite tout ce qui touche aux aspects sociaux, donc généralement la santé, l'hygiène, l'assainissement, parce que nous accueillons du monde, et puis les questions cruciales de l'eau, de l'énergie, et puis des télécommunications. Donc oui, je crois que nous ne sommes pas, on n'ose pas dire fin prêt, mais je crois que nous sommes dans les dispositions d'accueillir dans de bonnes conditions, nous pensons. Donc cet événement important, donc il va se dérouler dans les jours à venir. Donc avec comme point culminant la cérémonie officielle du 22 à 10h. Tous les acteurs fassent attention. Donc on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen. Mais il y a un certain nombre d'attitudes individuelles, donc de comportements aussi collectifs, je crois qu'il faut avoir. Pour les voyageurs, je crois qu'il appartient aux voyageurs de ne pas aussi accepter n'importe quoi, entrer dans certaines conditions. Pour les transporteurs, on demande, comme on l'avait dit, donc de vérifier d'abord l'état du moteur, la pneumatique, donc le système de freinage et tout, donc avant de s'aventurer, donc à prendre les routes. De Touba, nous nous rendons à Saint-Louis. 1000 unités de production de biogaz seront installées dans la région. Le but visé est de lutter contre l'insécurité et booster l'éducation des enfants. Grâce à la lumière produite, ce programme national d'une valeur de 10 milliards de francs CFA aura un impact positif sur la fixation des jeunes et des femmes dans leur terroir. Sur place, nous retrouvons Gambi Diagne. Dans la région de Saint-Louis, 1000 biodigesteurs vont bientôt sortir des ténèbres des populations de la région. Du simple annoncer la bonne nouvelle, le programme national de biogaz domestique du Sénégal, qui est un programme du ministère de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, en partenariat avec l'Union européenne, donc compte développer un programme de 1000 biodigesteurs dans la région de Saint-Louis. Le biodigesteur va être un facteur de développement endogène chez les populations locales. Ce programme-là va impacter considérablement sur l'allègement des femmes, en ce sens que le biodigesteur va fournir du biogaz pour la cuisson, mais également ça va impacter dans l'éducation et la sécurité à travers l'éclairage. L'installation du biodigesteur dans les localités va booster les activités génératrices de revenus. Mais le plus important, c'est à travers l'effluent qui est généré par les biodigesteurs. Et cet effluent-là va non seulement booster les productions agricoles, parce que ça va restructurer les sols, mais le plus important, c'est que ça va générer le développement d'activités à valeur ajoutée.
comme l'aviculture, la pisciculture, la pasteurisation du lait, la commercialisation de l'engrais, bref. Bref, il faudra pour chaque digesteur 200 à 300 mètres cubes de bouse pour 200 à 300 litres d'eau pour faire fonctionner correctement l'unité. Un mot de sport pour boucler ce journal. Je vous le disais en début d'édition, on connaît désormais les équipes qui feront face au Sénégal lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de la Tunisie, du Zimbabwe et de l'Algérie. Cette dernière avait éliminé les Lions en 2015. Une revanche en ligne de mire. Le tirage au sort a été effectué il y a un peu plus d'une heure dans la capitale gabonaise. Les temps forts avec Ibrahim Fall. On connaît désormais la composition des groupes pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. On retrouve dans la poule B le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et le Zimbabwe. Pour leur premier match, les Lions du Sénégal vont batailler ferme avec la Tunisie avant d'affronter l'Algérie, première équipe africaine selon le dernier classement de la FIFA. Un match aux allures d'une revanche pour les protégés d'Aliou Cissé. Ils ont été éliminés en 2015 par les Aigles de Carthage sous l'ère Giresse. Le Sénégal n'avait pu accéder au deuxième tour, synonyme d'une qualification en quart de finale. Les autres équipes du groupe B sont la Tunisie et le Zimbabwe. Le Sénégal affronte pour son premier match la Tunisie, Algérie, Zimbabwe pour l'autre match. Le premier match de la plus prestigieuse compétition africaine va opposer le pays hôte, le Gabon, à la Guinée-Bissau pour sa première participation. L'autre match du groupe va opposer le Burkina Faso au Cameroun, le groupe parmi les plus relevés de cette compétition. Le champion en titre va essayer de défendre son titre, mais doit d'abord passer par le Togo pour son premier match. Le Maroc, avec sa 16e participation, affronte la République démocratique de Congo. Dans la poule D, on retrouve l'Égypte qui, depuis 2010, est absent au rendez-vous. Et le Mali pour le premier match de ce groupe. Toujours dans ce même groupe, le Ghana qui va affronter l'Ouganda. Match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations le 15 janvier prochain avec le pays hôte Gabon et la Guinée-Bissau. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue sur la DTV avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. ñaxtu guddi gi mujjee ci ay tolof-tolof indiwaat ci kanamu géew gi mbirum sañ-sañ ak yelleef ci Sénégal doxub ñaxtu bokk ci liberté d'expression yi askan wi am ñu jot ci gannaaw ay sacrifice yu bëri laaj bi samp jamono ji mooy ndax sañ-sañ doxub ñaxtu